Stromae, je l'accompagne sur scène en tant que pianiste, guitariste et choriste depuis le premier concert de sa vie avec des musiciens. Ils ont été de coup de foudre. Mais du coup, ta mère est partie au Japon pour suivre ton père. Et ils ont été d'abord ils sont partis tous les deux à Londres, un peu en cachette et tout ça, tu vois. En cachette? Ouais, tu sais, parce que ton grand-père était strict, tu vois. Méga strict, ouais. C'est vrai. Et c'est vrai que je trouve que c'est un pays très très friendly pour les enfants, quoi. Tout est fait pour les enfants. On te stigmatise et on met le doigt évidemment sur des choses qui sont un petit peu différentes. Donc les enfants sont durs entre eux. Donc parfois, tu sais que j'arrivais avec, j'ai arrêté ça après, parce que ça me faisait trop remarquer. Mais j'amenais des bento à l'école. Ah. On se foutait trop de ma gueule quand j'avais des bento. On se foutait de ta gueule parce que t'avais les bento. Mais qu'est-ce que c'est ce truc et tout, n'importe quoi et tout, ouais. Hello hello, aujourd'hui on est avec Yoshio, qui est musicien, compositeur, producteur, qui a un parcours hyper intéressant, qui m'intrigue beaucoup d'ailleurs, et qui va nous parler un petit peu de ses origines, son parcours professionnel, etc. Et oui, alors déjà merci de m'inviter, je suis trop content d'être là. Donc oui, je m'appelle Yoshio Masuda et je suis franco-japonais. Et je suis musicien, pianiste, guitariste, compositeur et producteur. Super intéressant. Et moi en fait, j'ai trouvé ton nom au générique du documentaire de Diams, Salam, et ça m'a intrigué de voir un nom japonais au générique. Je me suis dit, bah tiens, c'est marrant, que fait un japonais là-dedans? Et c'est comme ça que je t'ai contacté sur Insta, j'ai trouvé ton profil, et j'ai commencé un petit peu à creuser, et je voulais savoir un petit peu si tu pouvais nous raconter justement ce parcours. Comment t'en es arrivé à devenir compositeur et producteur de musique? Eh ben, déjà, je comprends ton étonnement par rapport au nom japonais dans la musique, parce que j'en croise jamais des japonais dans la musique en France. On est d'accord. Et c'est trop triste d'ailleurs. Pas beaucoup d'asiatiques même. En général? Ouais, exactement. Pas beaucoup. J'aimerais trop voir plus d'asiatiques dans la musique en France. Ouais, ça... Mais d'autant que, en plus, ton nom, il est prénom et nom japonais. Et c'est ça qui m'a intrigué, tu vois, parce qu'à la limite, t'aurais eu un prénom français, donc j'aurais dit, ah tiens, franco-japonais. Mais là, c'était vraiment... Ah oui, 100% et tout. Ouais, ça m'a intrigué, parce que je me suis dit... Je venais du Japon à 100% et que j'étais venu... Ouais, c'est vrai. C'est comme ça que je l'ai vu au début. Ah, d'accord, ok. T'étais étonné quand tu m'as vu et que je parlais français, du coup, un peu? Tu t'attendais peut-être à ce que je parle pas français? Bah après, comme je t'ai vu sur Insta, je me suis dit, à mon avis, tu fais très japonais. Mais après, je me suis dit, ils doivent peut-être avoir des origines. Et puis comme, j'avoue, j'avais regardé les descriptions des photos et tout, j'ai vu que tu parlais en français. Ok. Donc, j'étais pas surprise. D'accord. Et bah écoute, concernant mon parcours, la musique, la compo, par où commencer, parce que c'est vrai que c'est vaste. Bah, comment t'en es arrivé à faire de la musique en fait? Qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans la musique déjà? Ouais, bah ça peut partir très loin. Hein. Ouais, je crois que c'est assez standard, comme beaucoup de personnes qui commencent à faire de la musique. J'ai commencé un peu ado. J'ai vu à l'école, il y avait une espèce de spectacle de l'école, j'ai vu deux gars qui jouaient de la guitare et ça m'a fait rêver, quoi. Je me suis dit, waouh, ça a l'air incroyable, il faut que j'essaye. Et franchement, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents, au moment où j'ai voulu faire de la guitare, ils ont pu m'acheter une guitare, ma première guitare. Et je les en remercie d'ailleurs, et c'était incroyable. Et donc j'ai pu commencer la guitare comme ça. Ouais. Donc t'as commencé vraiment de là. Exactement, j'avais 14 ans, tu vois. Okay. Donc j'ai commencé sur le tard. En plus j'avais la chance d'avoir un piano à la maison parce que ma mère joue du piano, ma sœur jouait du piano à l'époque, etc. aussi. Ouais, donc il y a pas mal de musique déjà dans la maison. Donc il y avait de la musique ouais, à la maison. Et en fait, par contre, contrairement à tu vois, moi j'ai pas mal de potes qui font de la musique et qui jouent depuis qu'ils ont 3-4 ans et qui ont eu une éducation très basée sur l'instrument, où ils travaillaient tous les jours pendant des années en suivant un cursus technique, musical. Exactement. Et moi j'ai appris à la musique tout seul en composant. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait j'ai pris une guitare et puis j'ai appris à jouer tout seul. Surtout qu'à l'époque, contrairement à aujourd'hui, et ils ont trop de chance aujourd'hui, ils ont des tutoriels de dingue sur YouTube. C'est vrai, c'est vrai. Et donc ils peuvent avoir accès à ça, alors qu'à mon époque, en tout cas, on n'avait pas accès à ce genre
de tutoriels et de contenus qui nous permettaient de pouvoir apprendre tout seul. Donc c'était un peu plus à la débrouille. Je confirme, on est de la même époque. Ouais. Et du coup, ouais, en fait, je voulais juste faire des chansons, tu vois. Donc je me suis mis derrière un clavier, le piano, la guitare et tout, et je l'ai découvert en me disant j'ai envie d'apprendre à faire des chansons. Et plutôt niveau musical ou des lyrics, tu veux dire? Tout Ouais, plus au niveau musical, parce ouais. que moi j'ai toujours plus été focalisé sur la musique que sur des paroles. Et c'est peut-être la culture aussi. Ma mère m'a donné plus une culture du jazz ou de musique même américaine, qui est peut-être un peu moins, même si je dis pas qu'il s'y intéresse pas évidemment, mais qui est peut-être moins des musiques à texte qu'en France, où on met une importance incroyable sur les textes. En France, il y a un truc comme ça culturel. Et du coup, bon, bref, j'ai toujours été un peu plus axé sur la musique. Ouais. Et donc, quand je prenais une guitare, moi, je voulais exprimer quelque chose et écrire un truc, quoi. Je voulais pas travailler techniquement, tu vois. J'avais pas ce côté geek à vouloir vraiment travailler un truc. Non, je voulais juste écrire des chansons. Donc, j'ai appris la musique en composant, finalement. Ouais. Donc, ça a fait que après, j'arrivais facilement... même sans avoir des skills techniques peut-être comme ceux qui ont commencé à 3 ans le piano classique au conservatoire, j'avais le skills de pouvoir très facilement composer ou écrire des choses puisque c'était instinctif parce que je l'avais appris comme ça finalement. Mais il faut quand même avoir un certain talent inné pour faire ça. J'imagine une prédisposition peut-être à vouloir exprimer quelque chose ou parce que moi j'avais mon père était guitariste niveau vraiment pro. Il a fait le conservatoire à Paris et tout, mais il était incapable de jouer dehors, quoi. C'était tout le temps tout seul dans sa chambre. Il pouvait même pas regarder. Et je lui ai demandé de m'apprendre la guitare. Mais moi j'étais plus dans le délire. Je veux apprendre à chanter, tu sais, autour d'un feu sur la plage avec les potes, du Oasis ou des trucs comme ça. Quand j'avais 14 ans. Mais lui, il considérait que, par exemple, faire ça avec... comment ça s'appelle? Tu sais, pas faire ça avec la guitare, mais plutôt... Ouais, gratter des accords. Gratter, quoi, en tout cas, lui, pour lui, c'était pas de la guitare, c'était pas de la musique. Ok, tu vois. Ouais, après, chacun a sa vision, j'imagine, de la musique. Mais finalement, je crois que moi, je me dis que la musique, c'est juste du plaisir, quoi. Et que chacun met son plaisir à un niveau différent. Il y en a qui le mettent au niveau technique et qui ont un ressenti incroyable quand ils arrivent à faire des skills techniques de fou et tout. Et d'autres, tu vois, comme toi, moi je suis pareil que toi, qui kiffent jouer juste la guitare à la simple autour d'un feu, mais finalement le kiff il est à chacun, quoi. Différent, j'imagine. C'est vrai. Dans un sens, ouais. Et donc, du coup, j'ai appris la musique comme ça, j'ai joué avec des potes, tu sais, tu fais des groupes et tout ça, hyper standard et tout. J'allais faire de la musique à la MJC de mon quartier et tout, j'habitais dans les Yvelines. Ok. Et tous les premiers concerts, etc. Et petit à petit, tu vois, tu fais des concerts avec des petits trucs et un petit peu plus gros, et puis un artiste un jour qui est peut-être un peu signé, etc. Et machin, tu commences à faire des concerts comme ça. Et entre-temps, j'ai fait quand même 2 ans d'une école qui s'appelle l'American School of Modern Music. À Paris? À Paris. Je connais pas du tout. Ouais, et j'ai fait ça 2 ans. Et ça t'apprend quoi? Ça t'apprend plus le côté technique? Ouais, ça t'apprend l'écriture de scores, d'arrangements, plein de choses différentes, tu vois, d'instruments aussi. Je l'ai fait au piano et au saxophone, en l'occurrence. Et bizarrement, j'ai arrêté après ça le saxophone, tu vois, j'en ai plus jamais refait, mais... Et toujours est-il qu'après, j'ai enchaîné donc sur des petits concerts. Et un jour, on m'a vu sur scène. Et du coup, on m'a appelé pour une audition pour Diams. Ah, c'est comme ça en fait. C'est de là que c'est parti. Exactement. Tu vois. Et j'ai eu cette audition. Et je suis parti avec Diams. Et après, pendant 20-25 ans, j'ai jamais arrêté les tournées. J'ai enchaîné, j'arrêtais une tournée, j'en faisais une autre, tu vois. Après Diams, on m'a appelé pour Stromae. J'ai fait Stromae. Première tournée. Après, entre 2 tournées de Stromae, j'ai fait du Youssoupha, du Soprano, du Kenny Arcana, tu vois. Après, je revenais avec Stromae, etc. Et j'ai fait ça pendant 25 ans. En indé, du coup. Un peu plus en indé. Ouais. Ça, c'est vraiment... Et à côté de ça, je composais. Mais j'avais moins le temps de composer. J'ai vraiment été... Alors que c'est marrant parce que quand j'ai commencé la musique,
Je voulais vraiment devenir compositeur. Et au final, l'accident de la vie a fait que j'ai été musicien de scène, quoi. Vraiment. À 90%, j'ai été musicien de scène, ce qui a été trop cool parce que moi, j'adore voyager en plus. Ouais. Bah, du coup, tu devais être tout le temps sur la route. Ouais, j'ai vraiment été tout le temps sur la route et j'ai beaucoup voyagé sur des tournées vraiment cool, donc aucun regret. C'était très cool. C'est très cool d'ailleurs. C'est très cool fini, parce que ça peut continuer. Exactement, le mec qui parle au passé. Ouais, c'était très cool. On dirait que t'es à la retraite. Ouais, c'est ça. Et sur quoi tu travailles, par exemple, en ce moment? Là, je viens de finir la semaine dernière une direction musicale parce que je fais un peu ça aussi. J'avais fait ça pour un artiste qui s'appelle Yamé. Ouais. Tu vois. Et je t'ai stalké sur Insta, donc j'ai tout vu. Ouais, ok. Et c'est hyper intéressant à faire parce que du coup, quand tu fais de la direction musicale, déjà tu utilises ton expérience des tournées que t'as faites pendant 20 ans pour donner justement cette structure et cette vision peut-être de l'efficacité de ce que représente le fait de faire un concert, dans la manière dont il est organisé, il est conçu, etc., musicalement. Et après, comme t'es pas sur scène, et que tu mets des musiciens sur scène pour jouer finalement tout ça, bah, t'as un œil extérieur et je trouve que cette position est hyper intéressante et très différente de quand t'es sur scène, le nez dans ton instrument, tu vois. C'est une vision qui était différente. J'ai passé 20 ans à être sur scène avec la tête dans l'instrument et du coup de le voir, tu vois, pouvoir travailler aussi en le voyant de l'extérieur, je trouve ça intéressant. Donc j'ai fait ça pour la direction musicale pour Yamé. Et la semaine dernière, j'ai fini une pour Oudi. Je sais pas si tu vois qui c'est Oudi. C'est un rappeur qui est cagoulé avec un masque, donc on voit pas son visage. Mais il a un talent fou. C'est un être humain incroyable et j'adore ce qu'il fait, quoi. Et à chaque fois que je travaillais sur sa musique, j'aimais encore de plus en plus, tu vois, ce qu'il faisait. Et donc voilà, il a fait son premier Zénith de Paris la semaine dernière. Et là, il va enchaîner sur des festivals, tu vois. Donc c'était Et tu vas le suivre du coup en festival ou J'irai voir, je pense, tu vois, sûrement pour voir un peu comment évolue aussi le show qu'on a construit. Mais non, après, tu sais, tu construis la musique avec lui, suivant ses morceaux. Enfin, tu l'aides à construire un peu un show musical, et après, tu leur laisses et ils voyagent avec, tu vois. Donc c'est cool. C'est génial. Ouais. Donc c'est ça que je fais en ce moment. Tes journées, elles sont jamais pareilles du coup. Ça doit être super. Finalement, c'est un peu, j'imagine, le truc un peu artistique et musical de passer d'un projet à un autre, quoi. C'est ça qui est cool, quand même. Ouais. De styles différents, avec des gens différents tout le temps et tout. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Au niveau de tes influences musicales, tu dirais que ta mère t'a transmis le jazz, mais quelles sont tes autres influences? C'est tellement dur comme question parce que moi j'aime la musique, tu vois, il y a un truc, je sais pas si tu te souviens quand on était au lycée et tout, je sais pas si c'est encore comme ça dans les lycées actuels, je parle un peu comme un vieux, mais tu sais, genre à l'époque on était au lycée et tout et il y avait toujours le groupe de gars qui écoutaient du reggae, trop dans le style reggae, ou des métal, ils étaient à grave métal, ils étaient entre eux, les tu mecs mélangeais pas les rap avec le emo. Exactement, il y avait trop un truc comme ça, tu vois. Et moi j'ai jamais été comme ça, moi j'ai toujours trop écouté de styles différents et tout. Et donc je me suis jamais senti appartenir à un style et tout ça de zik. J'ai toujours aimé tellement de musiques différentes, mais j'écoute beaucoup de trucs. J'adore la folk, j'ai un gros amour pour la folk, un peu nordique comme j'ai mis ma main. Un peu nordique comme Asgir, comme Asgir. Et en fait, bizarrement, j'adore la musique que j'aime le plus, c'est la musique latino-américaine. Ah ouais? Ouais, j'aime la salsa, j'aime la cumbia et j'adore le reggaeton. Ouais. Et j'adore le reggaeton. Et ça n'a rien à voir avec ce que je fais, tu vois. Et ce que j'ai pu jouer pendant 20 ans et composer, etc. Quoique je viens de faire 2 morceaux pour un Cubain, là. D'un album qui est sorti aussi la semaine dernière, qui s'appelle Raoul Paz, tu vois. Mais j'ai jamais vraiment joué de musique latine et tout. C'est pas dans mes veines, tu vois, ce groove. Mais pourtant, cette musique me fait un bien incroyable, quoi. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que quand tu travailles dans la musique et que ça devient ton taf, est-ce que après dans ton temps libre, t'as pas envie d'écouter autre chose? Est-ce que ça peut être aussi lié? C'est possible, ouais. Franchement, c'est possible. J'avais pas pensé comme ça. Tu sors donc ça ouais, c'est. Exactement, ouais, c'est possible, ouais. Bah déjà, j'écoute pas énormément de musique.
En dehors du taf? Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens, tu sais, ils se lèvent le matin, hop, ils mettent de la musique, ils rentrent chez eux le soir, ils mettent de la musique et tout. Ben, je crois que moi, comme pas mal de musiciens, on a eu de la musique toute la journée, tu vois, et quand Donc t'as on rentre chez nous, besoin de... ouais, on en met, j'écoute moins de musique. Mais Ça en se tout cas, comprend, ouais, hein. quand j'en écoute, ouais, effectivement, j'écoute peut-être de la musique qui s'éloigne de ce que je fais. C'est vrai. C'est Mais une ça... bonne analyse sur... Ouais, bah c'est ce que je me dis. Je me dis... Bah après, il y a de la déformation professionnelle. Forcément, tu vas aller... Ouais, ouais. Ton oreille, elle se... Mais du coup, ce qui m'intrigue, c'est au niveau de tes inspi. Donc si t'écoutes des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu produis, comment tu... Bah, après, j'écoute quand même des trucs, hein. J'écoute, et puis et surtout, j'écoute aussi beaucoup ce qui se fait aussi en ce moment pour tout le temps essayer de comprendre. Ah tiens, en ce moment il y a ça, pourquoi il y a ça? Putain, ça c'est nouveau, ça c'est Ouais. grave nouveau. Ça marche en France. Elena, T'es tu obligé, vois, par du coup. exemple, j'écoutais Ouais. tout à l'heure Elena qui est sortie de la Starac et qui en ce moment stream de dingue et j'étais hyper curieux de voir. D'analyser Ouais. pourquoi. Et du coup, j'ai écouté son album que je trouve super cool d'ailleurs en l'occurrence, même si c'est pas vraiment ce que j'écoute, j'ai trouvé ça super cool. Et donc forcément gros plaisir à écouter aussi des choses constamment différentes, même dans le rap, etc. Pour tout le temps rester dans un truc actuel, quoi. L'air du Parce temps. que Il faut vraiment exactement. que tu t'absorbes l'air du temps Exactement. constamment pour... Ouais, parce que la musique c'est quand même tous les trucs artistiques, c'est des courants, quoi. Et les c'est courants vrai. passent, etc. Et on peut vite se retrouver à finalement être derrière un courant qui est passé et qu'on n'a pas senti passer. C'est dommage, quoi, parce que c'est trop intéressant. Il y a trop de trucs. Et de le suivre, c'est vraiment passionnant, en vérité. Donc, C'est... ouais. Bah, tu dois constamment travailler dessus. Mm. Parce que, bah, par exemple, dans le rap, tu vois, moi, j'ai du mal à suivre les nouveaux parce que j'ai pas l'oreille adaptable autant, peut-être que quelqu'un comme toi. Parce que je pense, tu sais, t'as des vieux qui disent le rap c'était mieux avant ou les types de beats, les flows, tout a changé depuis avec l'évolution. Et c'est dur de suivre. Enfin, c'est dur, tu sais, quand quelque chose de nouveau sort. Bah, quand t'es de la génération, par exemple, si t'es un Gen Z maintenant, ça te paraît évident. Mais bah ouais. Mais est-ce que finalement il n'y a pas un truc de consommation où on n'a pas été on n'a pas été habitué à la consommation de la musique comme elle l'est aujourd'hui, quoi. Il y a une espèce, tu vois, c'est genre malgré tout Spotify si je peux citer. ouais, bien sûr. C'est en même temps un outil incroyable où on a accès à tellement de choses, mais en même temps c'est hyper asphyxiant dans le sens où il y a tellement de sorties. Je sais plus combien de milliers de sorties il y a par jour d'ailleurs, mais c'est assez hallucinant. Que finalement, tu peux tout trouver, mais quand tu peux tout trouver, qu'est-ce que tu trouves, tu vois? Ouais. Comment tu vas chercher? Où tu commences à chercher dans cette espèce de labyrinthe fou, quoi. Tu vois, c'est une bonne analyse. Ouais. C'est une très bonne analyse pour moi, du coup. Parce que moi, j'étais plutôt de la génération qui va à la Fnac et qui écoute les CD sur le casque et qui passe son après-midi à chercher les nouveaux albums. C'était cool aussi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je m'y perds maintenant pour aller fouiner sur les... En plus, tu prenais le temps, j'imagine, tu vois, tu rentrais chez toi, t'étais trop en kiff t'avais ton album, tu ouvrais, tu regardais le feuillet, t'écoutais tout l'album déjà, et t'écoutais régulièrement l'album en entier, etc. C'est ça. Tu faisais plusieurs écoutes pour capter des trucs que tu captais pas à la première, etc. C'est ça, on les j'aimais bien les écouter la nuit même, parce que du coup, au niveau des beats, j'entendais des trucs que j'entendais pas en journée, tu vois. Pas mal. C'est pas mal ça. Parce que tu travailles régulièrement avec Stromae. Je voulais savoir comment tu l'as rencontré, comment ça s'est fait, et quel est ton rôle sur ses projets à lui, par exemple. Eh ben, Stromae, je l'accompagne sur scène en tant que pianiste, guitariste et choriste depuis le premier concert de sa vie avec des musiciens. Tu vois, la première fois qu'il a fait un concert, c'était avec un batteur qui s'appelle Simon Le Saint et moi, on était 3 en fait, et c'était il présentait son spectacle en tant que découverte des transmusicales de Rennes. C'était il y a 15 ans ou un truc comme ça, quoi. Ça commence à dater. Ouais. Et en fait, il m'a appelé, j'étais avec Diams à l'île Maurice. Ouais, j'étais en tournée avec Diams à l'île Maurice. Vraiment, c'était la fin de la tournée. On finissait sur l'étranger. Et il m'appelle à travers son tourneur
pour éventuellement faire une audition pour jouer avec lui ou lui montrer quelque chose. Donc je lui dis, je suis à l'île Maurice, donc je l'ai au téléphone et il me dit, est-ce que tu peux m'envoyer une vidéo de toi en train de jouer? Donc je lui dis ok, mais j'avais pas le matos sur moi de Diams parce que le concert était, je crois, 4 jours plus tard. Et en fait, je demande à des gens dans le coin et ils me disent, il y a un clavier, mais il faut faire 1h30 de taxi, aller pour le aller la chercher. galère. Donc je vais pas aller chercher un clavier à 1h30, ça se trouve il est rincé et tout. Donc et du coup, j'ai pris ça a parlé aux musiciens qui font de la prod, mais j'ai pris mon laptop et j'ai ouvert un logiciel de musique où tu peux mettre des sons, donc de synthé, etc. Et au lieu de les jouer sur un clavier, tu peux les jouer sur le clavier de l'ordi en fait. Ouais. Tu vois? Mon beau-frère il fait ça. C'est vrai, il fait ça. Voilà, c'est un truc de bidouilleur de quand t'as pas un clavier sur toi. Et je me suis filmé à jouer ces claviers et ces synthés sur les touches de mon ordi et je lui ai envoyé. Et 5 minutes après, il me rappelle et il me fait ok, bon, j'ai tellement rigolé que en fait c'est toi qui vas venir jouer avec moi. Sérieux? Et donc une semaine après, j'étais en répète à Bruxelles pour faire sa première tournée. Génial. Ouais, c'était assez cool. C'était assez inattendu. Voilà. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il t'appelle en te disant est-ce que tu veux pas auditionner pour moi? C'est pas toi qui va auditionner. C'est pas toi qui va dire tiens, je vais essayer de contacter tel et tel pour auditionner. Généralement on te contacte parce que t'es dans le. Oui, exactement. Ouais, non, c'est dur, mais c'est un métier où tu peux effectivement tu proposes pas tes services quoi. Ouais, faut que tu te fasses une répute et. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Tu fais on t'a vu sur scène, ou on a entendu parler de toi, ou on machin, et on t'appelle du coup, etc. Tu vois. Et voilà. C'est génial. Ouais. Et du coup, on a fait ses répètes, première tournée, puis il y a la deuxième de Racine Carrée, qui était sa plus grosse tournée, et la troisième qui là, c'est fini il y a 1 an et demi, tu vois. Du coup, à chaque fois qu'il fait un truc, tu le. Ouais, exactement. T'es dans l'équipe, quoi. Exactement. Et là, on va switcher plutôt sur un pan un peu plus perso, parce que du coup, t'es franco-japonais. Déjà, ça m'intrigue que tu me dises qu'il n'y a pas beaucoup d'Asiates dans la musique en France. C'est en France plus que... Ouais, pour la France. Par exemple, aux US, c'est un peu plus moins... non? J'avoue, je connais moins le milieu vraiment musical, l'industrie vraiment musicale aux États-Unis. Parce que j'y ai joué plusieurs fois, mais par exemple avec Stromae, on était entre nous. Tu vois, je suis pas rentré dans l'industrie, dans le milieu musical, ouais. Donc je pourrais pas parler pour là-bas, ouais. Mais en France. Mais en France, c'est vrai que les Asiatiques, en général, il y en a pas beaucoup d'ailleurs, même au cinéma, même. La représentation, oui. C'est local. La représentation asiatique, elle est pas folle en France, quoi. Je me suis souvent senti le seul asiatique partout où je vais, dans tout ce que je fais. Pas au-delà du milieu musical. Ouais, même au-delà du milieu musical, quoi. C'était souvent le seul asiate, quoi. L'asiate de service, quoi. Ouais, un peu, hein, c'est vrai. Hein. Et donc maintenant, il y en a plus, je trouve. Et puis il y a la culture asiate, puis je trouve que les Français les Parisiens en tout cas, sont de plus en plus axés sur la bouffe asiate. J'ai l'impression qu'il se passe un truc de bouffe asiate. Il y a un énorme boom entre, notamment la Corée et le Japon. Ouais, Corée, incroyable. On les remercie. Avec la K-pop, ils ont fait exploser... les séries, la bouffe, incroyable. Franchement, ils sont trop forts. Ouais, et la skincare. Trop bien. Ils ont vraiment amené, démocratisé en tout cas, encore plus l'intérêt à la culture asiatique. Donc franchement, je trouve ça cool. Et le Japon aussi, hein. Là, maintenant, le Japon, moi, je sais que... je fais pas mal sur Insta, je fais pas mal de vidéos sur des adresses à Paname. Les gens, ils veulent avoir les vraies adresses, les authentiques, tu vois, avec des vrais plats, pas des trucs bidouillés, remixés en France, et des trucs comme ça. Donc, on s'intéresse beaucoup plus maintenant à la culture. Et il y a même beaucoup de chefs japonais qui sont arrivés à Paris, sur la scène parisienne, au niveau de la cuisine, pour ramener la vraie cuisine japonaise. Bah ouais, mais c'est trop bien ça. Et ça, c'est cool. Ouais, donc il y a vraiment une effervescence. Ouais. Et donc toi, en étant franco-japonais, je voulais savoir déjà, est-ce que c'est ta mère ou ton père qui est japonais?
Alors, Parce que tu es franco-japonais, donc ta mère est française. Exactement. Ma mère est lyonnaise. Lyonnaise. Ouais. Donc la bouffe. Ouais. Et mon père est de Osaka. De Osaka. Exactement. C'est génial. Ouais. Et toi, t'es né en France ou au Japon? Au Japon. Je suis né au Japon et je suis arrivé. J'ai vécu mes 10 premières années au Japon et on est venu en France après pour rapprocher ma mère de sa famille. Et mon père a eu de la chance parce qu'il a trouvé une entreprise aussi japonaise qu'il a embauché à Paris. En local? Ouais. Ou pas en expat? Non, exactement, ouais. Et du coup, voilà, on a pu bouger, on est venu ici. Et tu me disais en off que ton père, il est d'Osaka, mais t'es né à Tokyo, toi. Moi, je suis né à Tokyo, exactement. Je suis né dans la région de Chiba. Ouais. Chiba, et je vivais dans la ville de Ichikawa. Ah ouais. Ichikawa. J'ai vécu 2 mois à Chiba, moi. C'est vrai? Ouais. C'est cool cette région, moi. Matsudo, j'étais à Matsudo. Oh, je suis né là-bas, moi. Non, sérieux? Je te jure. Incroyable. C'est le destin. Incroyable. Ouais. Je suis né à Matsudo. J'ai passé 2 mois à Matsudo, j'ai adoré. C'était ma première expérience au Japon, quand j'ai mis les pieds au Japon. Okay. J'ai pris une guest house à Matsudo. Ok. J'ai adoré. J'ai adoré. Ça fait plaisir. C'est cool. Mais c'est drôle. Et oui. Mais du coup, je vais aller encore plus loin, comment tes parents ils se sont rencontrés? Et ben, mes parents, mon père, il était très voyageur. C'était vraiment un traveler. Il a quitté le Japon à 17 ans avec un pote. Ils ont traversé un peu la Russie, etc. Ils sont venus, mais pas en avion. Ils ont pris des trains. Incroyable. Et tout ça. Et donc, il voyageait. Il allait dans des festivals de musique, genre à l'île de Wight et tout ça, tu vois. On comprend mieux un peu. Ouais. Et du coup, il voyageait et tout ça. Et à un moment, il est allé à Lyon pour faire quelques études, je crois. Et il a rencontré ma tante qui l'a emmené dans une soirée où il y avait ma mère. Voilà. C'est génial. Ouais, et ils se sont rencontrés là, et donc voilà. Ça a été après, ça a été le coup de foudre. Mais du coup, ta mère est partie au Japon pour suivre ton père. Exactement, ouais. Ils ont été d'abord ils sont partis tous les deux à Londres, un peu en cachette et tout ça, tu vois. En cachette? Ouais, il y a des histoires comme ça où ma mère était censée être dans une famille d'accueil à Londres, tu vois. Et en fait, mon grand-père a découvert qu'elle n'était pas dans une famille d'accueil, que la famille d'accueil mentait pour elle en lui disant oui, mais ils étaient trop sympas, alors il l'a laissé aller vivre avec mon père dans un appart, tu sais, avec parce que ton grand-père était strict, tu vois. Méga strict. C'est vrai. Et le jour même, quand il a découvert, il est allé la chercher à Londres, il l'a ramenée à Lyon, le jour même. Incroyable. Ouais, il était méga strict. Mais elle avait quel âge? Je pense qu'elle avait 16 ans, un truc comme ça. Oh, mais c'est pour ça aussi. Ouais, elle était jeune quand même. Ouais, elle était méga jeune, ouais, elle était méga jeune. Après, ils sont partis ils se sont mariés, ils sont partis après en Algérie. En Algérie? Ouais, ma sœur est née à Lyon, après ils sont partis en Algérie, et pour ma naissance, ils sont partis au Japon. Ah ouais? Ouais, ça a voyagé, ouais. Pour le travail de mon père, ils sont partis en Algérie. Du coup, il faisait quoi ton père? Et franchement, il a fait plein de boulot, et à ce moment-là, il était dans une entreprise qui vend les énormes camions qui fabriquaient le tunnel sous la Manche à l'époque. Ouais, voilà, c'est trop un délire de ouf. Ouais. C'est marrant. Dans tous les sens un peu. Mais oui, mais c'est ça qui. Mais tu vois, c'est comme ça qu'on comprend un peu plus comment toi t'es vachement, je dirais international et t'as ce côté artistique, tu vois. Ouais, c'est ça. Je te psychanalyse. J'irai vachement mieux quand je vais sortir de cette séance. T'auras tout sorti. Ouais, c'est ça, exactement. Mais du coup, ils ont décidé de rester au Japon, donc toi, t'es né au Japon. Ta sœur, c'est ta petite sœur ou grande sœur? C'est ma grande sœur. Grande sœur, ouais. Qui est née à Lyon. Après, ils sont allés au Japon avec ma sœur. Elle avait 2 ans. Hop, je suis né là-bas. Et on est resté 10 ans là-bas. Et puis, on est revenu en France. Et les 10 ans au Japon, c'était trop cool, quoi. Ouais. T'as des bons souvenirs de... Incroyable. Je trouve que être enfant au Japon, c'est extraordinaire. L'école et tout. Ouais, l'école. Alors moi, j'ai fait l'école, toute la maternelle et tout ça japonaise. Et après, j'étais au lycée français de Tokyo. Ah. Ouais. Et c'est pour ça que je parle aussi bien français. Français comme ça. C'est que tout de suite, en fait, j'ai été dans ce dans truc, le lycée. Ouais. Il y en a beaucoup. J'en connais beaucoup à Paris qui ont fait le lycée c'est vrai, à Tokyo. Ouais, franchement, c'était trop cool. Ouais. Comme lycée, trop bons souvenirs. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que c'est un pays très, je sais pas, qui est très friendly pour les enfants, quoi. Tout est fait pour les enfants. Et pour les mamans d'ailleurs aussi. Oui, je trouve que c'est vrai. C'est top à ce niveau-là.
Ils sont en avance là-dessus par rapport à la France. Ouais, incroyable. Tu vois, là, en ce moment, avec ma fille, quand on va dans un bar ou dans un resto, etc., pour la changer, mais c'est genre... c'est un bonheur pour... C'est vrai, tu trouves des trucs à changer partout. Exactement, c'est vraiment bien pour allaiter les femmes, etc. Ils sont trop en avance. Donc, mais en tout cas, ouais, je trouve que grandir au Japon quand t'es enfant, c'est extraordinaire. C'est un super beau pays où on prend soin des enfants, on est bienveillant avec eux, il y a beaucoup de choses pour eux. C'est vrai. Ouais, mais la chance. À la maison, tu parlais quelle langue, donc, du coup? Je parlais français et un peu japonais avec mon père, mais très vite, j'ai pris le pas de parler français aussi avec mon père, et c'est resté. Mais parce que ton père, du coup, parle français Il parle français, ouais, avec un accent et tout, mais il parle français couramment. Ouais. Et du coup, c'est resté. Exactement, c'est resté. Je pense que quand on prend des réflexes comme ça, un peu petits, c'est difficile de les changer. C'est très difficile, ouais. Je suis d'accord. Moi, je parle italien aussi, mais ma mère, elle m'engueulait dès que je lui parlais en français. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, donc tu parles encore italien avec elle? Ouais, je parle. C'est pas mal. Italien. Ouais. C'est pas mal. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Oui. Donc, pourquoi vous êtes rentré en France? Parce que t'as dit, ta mère voulait se rapprocher du Japon, de sa famille. Ouais. Mais est-ce que elle aimait bien être au Japon? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a voulu se rapprocher, que vous soyez rentré en France? Je pense que c'est vraiment que pour ça, hein, je pense. Ouais. Que pour que ça ma famille, ma mère se rapproche de sa famille. Ouais, je pense que ça lui manquait beaucoup. Donc, et pourtant, elle est très japonaise, ma mère. C'est très bizarre. À quel niveau, c'est marrant. Dans son comportement, elle est très japonaise. Ah ouais. Ouais. Elle a les manières, etc. Elle est très japonaise. Elle parle couramment japonais. Elle a été hyper courageuse parce que moi, je suis très admiratif parce que je sais plus, ils avaient 20 ans, je crois, quand ils se sont mariés, tu vois. Ouais, très jeune. Et t'arrives. Ton grand-père, il l'a pas tué, ton père? Ça s'est bien passé après. Parce que... ouais, ça commence par genre, mais quoi, mais tu vas te marier avec un asiatique et à cacher les lettres et d'amour et des trucs comme ça. Et finalement, c'était après le grand. il s'est rendu compte que ça s'est très bien passé après, heureusement, ouais. Mais je pense que j'imagine c'est la peur aussi de se dire, mais de l'inconnu aussi, de se dire, mais attends, mais un japonais. Surtout qu'à l'époque, c'était encore plus rare que maintenant. Exactement. Je pense que c'était tellement loin de la culture de mon grand-père qu'il avait peur que mon père emmène ma mère au Japon, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Il a eu raison. Ouais. Et donc, elle a mis 10 ans à revenir. Mais ouais, je trouve qu'elle est hyper courageuse parce qu'elle est arrivée au Japon à 22 ans, à peu près. Et mon père bossait beaucoup, comme tous les salariés, tu sais, au Japon. Donc, elle était toute seule. Donc, elle était toute seule, quoi. Et donc, elle a rencontré des japonaises de l'immeuble dans lequel on vivait. Où je vais toujours d'ailleurs parce que des dames habitent encore là-bas et donc je vais les voir, c'est comme mes tantes et elles ont pris ma mère sous leur aile, quoi, tu vois. Et elles lui ont appris le japonais, elles lui ont appris tout sur la vie là-bas, etc. Et ma mère est repartie 10 ans plus tard en parlant couramment japonais, etc. Et en devenant japonaise, elle a eu les manières et tout, c'est trop drôle. Exactement, ouais, c'est assez ouf. Mais du coup, à la maison, ton éducation, elle était c'était vraiment un mix de France-Japon, c'était plutôt japonais? Non, c'était vraiment un mix. C'était un mix. Ouais, c'était vraiment un mix des deux. Ouais. Je pense que je suis très français et en même temps japonais sur beaucoup de points aussi. Mais justement, j'allais te poser cette question-là. Qu'est-ce qui est plus français chez toi et qu'est-ce qui est plus japonais? Est-ce que tu as pris les trucs que tu préférais des deux cultures ou alors c'est vraiment une fusion qui s'est faite en mode naturel? Qu'est-ce que tu définirais plus japonais chez toi, par exemple? Ouais, je dirais ça vraiment dans le respect que je vais donner aux choses, aux gens quand même, à la discrétion aussi que je peux avoir peut-être à pas forcément. Tu sais, il y a ce truc au Japon où tu te mets pas forcément au-dessus des autres et tout ça, et tu restes quand même à un certain niveau, etc. D'humilité. Exactement, je pense que c'est et la conscience aussi de la communauté et de l'autre, du fait d'être une entité qui vit au milieu d'autres entités et que finalement c'est ce fonctionnement de toutes ces entités dans le respect d'une cohésion qui fait que il y a du respect et qu'il y a quelque chose qui fonctionne aussi dans le fait de se sentir bien. Je pense dans tout ça, je pense que c'est ça vraiment que j'ai absorbé. Ouais, que j'ai absorbé. Voilà, exactement. Ouais. Ok.
Et peut-être que mon côté français, je pense que pour le coup, par contre, j'ai peut-être un peu plus détendu, quoi. Qu'un japonais. Ouais, exactement. Peut-être un tout petit peu plus détendu qu'un japonais. Et je dis pas que les japonais sont tendus, machin, mais il y a Non, mais ils vivent déjà dans une société une retenue et un truc, ils vivent dans une société où tu dois quand même, comme tu disais, faire attention à ton entourage et respecter. Enfin, ils sont beaucoup plus dans le respect des règles, très. Ouais, c'est ça, mais c'est marrant parce que je trouve que ce truc-là, il a deux côtés. Il a ce côté de respecter l'entité, etc., et de pas forcément peut-être d'humilité ou etc., que je trouve assez positif. Et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai voulu prendre ce côté-là. Et un autre côté, je trouve, c'est et on te l'apprend dès l'école, il faut pas que tu sois différent de l'autre. Ouais. Et je trouve que du coup, j'imagine que dans un sens, ça casse la personnalité de quelqu'un, à lui faire penser que c'est mauvais finalement. D'être différent. Exactement. D'être différent. Ou d'être soi-même finalement, d'aller en aller encore plus loin. Donc et ça, je trouve que c'est un peu le bad side. Ouais, c'est vrai. Je me demande si c'est encore comme ça aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. Parce que, j'espère que ça change, quoi. J'espère, ouais. Je pense que ça évolue petit à petit, mais à ton époque, par exemple, au Japon, est-ce que le fait d'être moitié français, ça a fait que déjà, de toute façon, quoi que tu fasses, t'étais différent, notamment à l'école? Je pense, ouais. Ouais. Ouais, bien sûr, je pense. Et toujours maintenant, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ouais, toujours maintenant. Il y a ce truc. J'imagine, je suis pas le premier à avoir deux nationalités comme ça et à te le dire. Et peut-être que toi tu le ressens aussi, mais ça se voit moins physiquement, donc peut-être pas. Ah moi ça, ouais, mais quand même. Mais il y a ce truc, tu sais, où on est. Oui, mais même dans ton comportement, au-delà de ton apparence. Ouais. Tu vois, parce que toi, c'est plus facile de dire peut-être il a des origines et tout. Si t'es au Japon. Ouais. Moi, j'ai fait la maternelle en Italie, tiens, par exemple, tu vois. Et ils m'ont ramené en France quand j'avais 5 ans. Donc, j'ai commencé le primaire en France. Mais je me sentais déjà différente des autres parce que mon comportement n'était pas le même. Ah oui. Et des fois, je sentais que les gens me trouvaient un peu chelou parce que j'avais pas les réactions de quelqu'un de clairement. Français. Tu vois, ça. Clairement, ça m'a fait ça en France quand je suis arrivé en France. Quand t'es arrivé en France. Ouais, quand je suis arrivé en France. Clairement. Ouais. Donc t'as eu plus un choc. Enfin, au Japon, avec les enfants à l'école, c'était moins. On te faisait moins sentir ta diff, peut-être. Ouais. Un peu moins à cette époque, à part que j'avais les cheveux un peu clairs, tu vois. J'avais t'avais les cheveux châtains. Ouais, quand j'étais plus petit, j'avais les cheveux moins foncés qu'aujourd'hui, tu vois. Donc il y avait quand même une différence, mais on me la faisait moins ressentir, peut-être. C'était moins, c'était pas malveillant, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Alors qu'en France, au final, quand tu t'es arrivé, on te stigmatise et on met le doigt évidemment sur des choses qui sont un petit peu différentes. Donc les enfants sont durs entre eux, donc tu vois, sur des trucs physiques. Ou même parfois tu sais que j'arrivais avec j'ai arrêté ça après parce que ça me faisait trop remarquer, mais j'amenais des bento à l'école. On se foutait trop de ma gueule quand j'avais des bento. On se foutait de ta gueule parce que t'avais les bento. Mais qu'est-ce que c'est ce truc et tout, n'importe quoi et tout, à l'école. Sérieux? Je te jure. Ils sont durs les enfants, donc ouais. Mais ouais. Alors attends, parce que du coup il y avait la cantine, c'est ça? Mais toi tu ramenais tes bento? Ouais. Ça dépend des années parce qu'il y avait des années j'étais à la cantine et d'autres où j'avais un bento ou des choses comme ça arrivait, ouais. D'accord. Mais c'est drôle. Ou des jours, des choses comme ça. Ouais, Donc le bento c'était un truc chelou. Ouais, c'était un truc chelou. Ouais. C'est marrant carrément. Ça. Je pense que pour eux, ils avaient plutôt l'habitude que je sais pas, c'était un sandwich, comme ça. Ouais. Et un paquet de chips. Alors que le bento c'est canon, mais ils le comprenaient pas à l'époque. Vous voyez, on était trop en retard. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis après, la différence, finalement, mais je la ressens beaucoup au Japon maintenant aussi. Ah. Tu vois, quand j'y vais, ça me fait mal d'ailleurs. Parce que tu vas tous les ans, du coup. Exactement. C'est ce que tu me disais en off. Ouais. Et ça fait mal d'ailleurs quand tu vas au Japon, et que il y a un truc comme ça où je parle souvent avec des métis et on rigole souvent en disant qu'on se sent chez nous quand on est dans l'avion.
entre deux pays. Entre la France et le Japon. Exactement. Parce que t'arrives au Japon, tout le monde, il voit bien que moi ça m'arrive, hein, de temps en temps, je vais dans un combini et j'ai même pas encore parlé, il me parle en anglais, quoi. Ouais. Tu vois. Et en France, pareil, j'allais dire on te fait ressentir. C'est un peu dur de dire on te fait ressentir parce que c'est pas vrai. Mais malgré tout, t'es asiatique quand même. Les gens voient un asiatique quand même. Tu vois. Alors que si on me met à côté d'autres japonais, on va voir que je suis pas asiatique comme eux. Mais quand même, en France, on me voit comme un asiatique et au Japon, on me voit pas comme un japonais. Et donc je trouve que c'est dur. Tu te sens jamais chez toi en fait. Ouais, exactement. C'est ça. Hein. Exactement. Parce que moi, j'ai le même ressenti. Si je vais en Italie, on m'appelle la française. Ouais, la petite française, Parce qu'en plus, je roule pas les R. J'arrive pas à rouler les R comme les Italiens. J'ai le R français et du coup, ça fait vraiment le stéréotype de la française. Et on me fait bien ressentir que je suis pas italienne, par exemple. Là encore, j'étais en Italie il y a pas longtemps. T'as les Italiens, t'es pas la fille à machin? Parce qu'ils te reconnaissent au visage, tu vois, donc c'est un tout petit village, c'est pour ça. T'es pas la fille à machin? Et moi, je suis là, oui. T'es française, hein? Je suis en train de te parler en italien. Est-ce que tu peux reconnaître mes origines, quoi? Donc le mec a rigolé. Et en France, pareil, je me suis toujours sentie un peu différente dans mes réactions, dans la manière d'être et tout. Que les autres, ouais. C'est vrai. Mais du coup, je me suis jamais sentie. Moi, je dis que je suis une citoyenne du monde. Comme ça règle le truc. C'est bien, c'est très bien. Parce que du coup, c'est ça. Ça règle le problème. Il faudrait que tout le monde, plus de gens le voient comme ça. Ça serait bien. Ouais. Ça rendrait service à beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est bizarre quand même On a envie de se sentir chez nous, je trouve. Enfin, quand on va dans nos pays, tu vois, c'est, je sais pas. Mais bon. Et du coup, mais à part l'anglais, ils te le font ressentir d'autres manières ou Non. Non. On ne demande pas d'où tu viens ou des trucs comme ça. Ah ouais, si, ça m'arrive quand même. Oui, si, ça m'arrive. Ouais. Effectivement, ça peut m'arriver. Ou on me dit, mais vous parlez japonais, mais comment ça se fait que vous parlez japonais? Et je suis là genre, parce que yes. Devine. Ça, on me le fait souvent, par contre. Ouais. Dans les magasins, tu sais, tu commences à parler aux gens et tout, ils disent, mais vous parlez japonais. C'est un peu chiant quand même, parce que... Ouais, c'est chiant parce que t'as envie... En plus, je réfléchis à retourner là-bas pour y vivre, tu vois, dans quelques années. Et du coup, j'angoisse en me disant, waouh, quand je vais aller retourner vivre là-bas, mais comment ça va se passer, quoi? Comment je vais vivre le fait que... Parce que quand c'est pour les vacances et tout, c'est cool, tu vois, c'est pas très très grave, mais quand il vit au quotidien, je me dis, peut-être que ça peut être plus pesant, c'est possible. Ouais, tu vois, peut-être que ça va être chiant. Ouais, mais bon, après, ça t'empêche pas de vivre non plus. Non. Et t'irais à Tokyo, c'est ça? Si tu repars au début, ouais. Au début, je pense que j'irais à Tokyo. Ou Tokyo, ou banlieue très proche, en tout cas. Ou à 1 heure, tu vois, à Kamakura. Tu vois. Bien, Kamakura. Ouais, c'est trop cool. Et t'as de la famille là-bas encore ou j'avais ma grand-mère, qui malheureusement n'est plus là. Et j'ai de la famille que je connais pas très bien, un peu éloignée. À Osaka. Ouais, du coup. Ouais. Et que j'ai re-rencontré à l'occasion malheureusement du décès de ma grand-mère. Quand je suis retourné à Osaka, j'ai renoué contact avec ma famille là-bas et c'est très cool, du coup. Donc, j'aurai l'occasion de les revoir, et on communique par... surtout mon père communique à travers WhatsApp, etc. Enfin, Line. Line, ouais. Pour rester en contact, quoi. Donc les voir, c'est cool. Et puis beaucoup d'amis que je considère vraiment comme ma famille, comme les tantes, par exemple, que tu... Hachiba. Exactement. Et du coup, leurs enfants qui sont un peu mes cousins, quoi. C'est cool, ça. Ouais, ça c'est cool. Mais qu'est-ce que professionnellement, en allant au Japon, tu ferais quoi avec le taf? Franchement, grande question. C'est ça? Ouais, autre chose que de la musique, ça c'est sûr. C'est vrai? Ouais. Je ferais toujours de la musique, clairement, pour le kiff, parce que j'aime trop ça. Donc je me connais, je sais que je me ferai un studio, je sais que j'irai spotter des artistes là-bas et que je leur dirai viens dans mon studio, je vais te faire des morceaux. C'est sûr, je le ferai, mais vraiment pour le plaisir. Je changerai d'orientation dans ma vie, ouais. Pour rentrer au Japon. Ouais, pour rentrer au Japon, et puis aussi parce que je me dis que j'y pense déjà là, tu vois, en étant en France, à ce changement. Je pense qu'il y a peut-être un truc autour de la crise de la quarantaine ou j'en sais rien. Et c'est pas faux. Ouais. Je crois que je fais un peu la même crise en ce moment. Bah, ouais.
crois qu'il y a un truc comme ça, tu vois. On associe souvent la crise de la quarantaine à quelque chose de péjoratif, alors qu'en fait, moi, je me dis que bah, c'est mortel. T'as connu 20 ans ou 25 ans dans ta vie où t'as fait quelque chose, t'as grandi dans ce truc, t'as eu des expériences, t'as kiffé, t'as fait plein de choses, et arrivé à ce moment-là... t'as besoin d'un renouveau un petit peu. Exactement. C'est plus une renaissance. C'est grave une renaissance, en fait, la crise de la quarantaine. Non, c'est vrai. Parce que t'as trop le temps d'avoir exactement la même longueur de carrière que celle que t'as déjà eue. C'est trop cool. Tu peux faire pendant 20 ans jusqu'à tes 60 ans, 65 ans, quelque chose d'autre, tu vois. C'est vrai. Et donc c'est trop cool, en fait. T'as raison. Sauf qu'en fait, je pense que la plupart des gens, quand ils arrivent à ce moment-là, eh ben, ils sont un peu comme peut-être moi aussi, à se dire, ouais, mais c'est quoi la deuxième phase, tu vois? De ta vie, ouais. Ouais. Et je pense que c'est cet inconnu qui peut-être donne ce côté un peu angoissant à cette crise de la quarantaine, ou tu vois. Et ça, et aussi, je pense, c'est très récent qu'on considère que 40 ans, c'est jeune. Je sais pas si tu... Ouais, ça c'est vrai. Parce que, je sais pas, quand t'avais 20 ans, est-ce que tu considérais pas que 40, c'est bon, t'es un... Méga vieux. Super on est d'accord. Ouais, alors qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, des fois, quand je dis, mais oui! Mais oui! Ouais. Et encore aujourd'hui, tu sais, des fois, t'as des Gen Z, il faut quoi, t'as 40 ans? Mais, c'est l'âge de ma daronne et tout, oh purée. Tu sais que t'en as une qui m'a déjà sorti. Ça m'a choqué. Sur Insta. Elle fait, j'étais trop choquée de savoir que t'avais 40 ans, parce que j'ai dû le dire dans un épisode de YouTube. C'est l'âge de ma daronne et tout, machin. Et après, je lui dis, bah, tu verras que quand on aura 40, c'est pas si terrible, tu vois, t'es encore jeune. Elle me dit, je préfère me flinguer qu'arriver à 40 ans, tu rigoles? Mais non. Je te jure. Elle m'a tuée, je me suis dit, oh purée. Ouais, et ben, tous les jeunes, on se sent très très jeune à 40 ans. Ouais. Ouais, bah, c'est pour ça que je dis, c'est vrai, t'as encore, enfin, maintenant, on vit en pleine forme jusqu'à beaucoup plus vieux, tu vois. On touche du bois, en tout cas. On touche du bois. Ça tablé en bois. Ouais. Ok. Et du coup, c'est super intéressant, ça m'intrigue de fou. Parce que moi aussi, j'ai eu ce truc un peu récemment de me demander si, parce que mon mari, il est plutôt du genre, il aimerait bien rentrer. Ok. Il était plus en France pour moi. Tu sais, il s'intéressait pas. Lui, c'est pareil, il aimait bien les États-Unis quand il était jeune. Ok. Il a vécu à Hawaï même. Oh, trop bien. Ouais, il a vécu à Hawaï. J'aimerais trop aller à Hawaï. Ouais. Cool. Bah, du Japon, c'est facile. Du coup. Il y a beaucoup de Japonais d'ailleurs. Ouais. Bah, je sais qu'on y est allé en vacances quand je suis restée 1 an au Japon. Et on a fait 10 jours, vol, hôtel inclus, c'était genre, en euros, 800 €. Tout compris. Ah ouais, c'est par vrai personne, ouais. Ah ouais, c'est pas quand même. J'imaginais ça. Ouais, tu vois. non, tu vois, ouais. C'est 8 heures de vol de Tokyo. Et, quand même, 8 heures de vol. 8 heures de vol, ouais. Ah ouais, ok. T'as l'impression que c'est super proche. Ouais, c'est ça. Je pensais que c'était beaucoup plus proche. Mais du coup, ouais, il a vécu à Hawaï et il était plus attiré par... Il voulait aller faire UCLA aux États-Unis. Ah ouais, carrément. Ouais, il était à fond US. Et bah, on en parlait en off, mais il a rencontré une Française sur MySpace, il s'est retrouvé en France, c'était pas du tout sa destination de prédilection, tu vois. Ouais. Changement de cap. Ouais. Et du coup, souvent, il me dit, ouais, tu veux pas qu'on aille vivre au Japon? Et je me pose la question. Je me pose la question, tu vois. Ouais. Ça fait combien d'années qu'il est là? Ça fait 8 ans. 8 ans, d'accord. Ouais. Ok. Ça fait et 8 quoi, ans. toi, tu te poses la question? Moi, je me pose la question, mais pareil, en me disant, mais qu'est-ce que je ferais là-bas? Tu vois, en me demandant qu'est-ce que je pourrais faire, Et quand même, au Japon, il y a cette chose où c'est moins facile quand tu taffes, quand tu es dans la vie pro au Japon, de bouger à l'extérieur, tu vois, de voyager. Enfin, faut voir quel genre de taf tu trouves, mais en général, il n'y a pas beaucoup de congés. C'est hyper difficile. C'est un peu loin, tu vois. C'est tellement difficile. Le monde du travail au Japon, il est quand même vraiment difficile. Ouais. Même pour les Japonais qui ont été façonnés à faire ça. Donc pour nous, je pense que c'est très très complexe de pouvoir se retrouver dans le milieu du travail. Bah, c'est ça qui me freine, moi, depuis... Tu sais, j'y pense et je me dis, mais qu'est-ce que je ferais? J'ai pas envie d'être la femme au foyer, tu sais, je reste à la maison et lui, il va bosser. Ouais. C'est pas mon délire. Mais je me pose la question. Ouais, bah, écoute, pareil. On se pose des on est dans la crise totale de la quarantaine. On est en mode, qu'est-ce qu'on va faire? Faisons notre business au Japon. Faut être indépendant, en fait. Moi, je me dis, si je vais au Japon, je serai indépendant parce que sinon, je vais pas j'ai été habitué à être indépendant toute ma vie. Toute ta vie, ouais. Donc, même en France, donc t'es pas... Alors que moi, je suis dans le salariat depuis toute ma vie. Ah, c'est vrai? Donc, ouais, moi, je suis... Tu faisais quoi?
J'ai fait un peu de tout. J'ai taffé en banque. Ah, ok. J'ai taffé dans des call centers. J'ai taffé... Là, je suis dans l'informatique, là. Ah, donc tu continues à bosser, alors? Je suis... ouais. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ouais, parce que ça paye pas. J'espère pour toi un jour. J'espère un jour, parce que du coup, j'aurai la réponse à ma question, qu'est-ce que je vais foutre au Japon. Mais en tout cas, pour l'instant, ouais, je suis en informatique. C'est cool, hein, mais du coup, je suis salarié, ouais. Ok, mais c'est cool, je trouve, malgré tout, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Ouais, de pouvoir faire ça en ayant quand même ta sécurité, c'est quand même cool. Ouais. Un peu moins flippant que d'être indépendant, même si indépendant, c'est cool. Ouais. Indé, c'est plus angoissant, je pense. Méga angoissant. Il y a des fois où tu te dis qu'est-ce que je vais faire demain. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'il y a juste des personnalités qui sont capables de faire ça et d'autres qui sont pas capables, quoi, d'avoir les montagnes russes et tout ça constamment. Donc, moi, je suis incapable. Je dormirai pas la nuit. Ouais. Moi, je suis incapable. J'ai jamais pu me mettre en indé parce que. Ouais. Ah, du coup, ouais. Bon, bah. Faut trouver un truc à faire au Japon, écoute. J'espère que tu trouveras. J'espère que tu trouveras aussi. Mais je suis sûr que tu trouveras d'ailleurs. Je me fais pas de soucis pour toi en vrai. Mais sinon, à part ça, tu te vois vivre au Japon en dehors du travail, tu te vois vivre dans cette société japonaise, ouais? C'est une bonne question. Ouais. Du coup, l'interview s'inverse. C'est une très bonne question. J'y suis restée 1 an et j'avoue que en tant que femme déjà, et en tant qu'étrangère, il y a plein de trucs qui m'avaient perturbée à l'époque. C'est pour ça que j'avais fait un test d'1 an et j'avais dit à mon mari, franchement, si vous apprenez pas à traiter les femmes d'une manière... Enfin, pas à traiter les femmes, parce qu'ils traitent les femmes très bien, mais si vous faites pas en sorte que, au niveau de la société, les femmes aient plus de facilité à avoir des enfants d'un côté et travailler de l'autre, sans que ce soit handicapant, au niveau des horaires et tout, parce qu'ils travaillent comme des... Enfin, ils travaillent très tard. Comment, en tant que maman, comment tu peux... Tu vois, j'avais beaucoup ce genre d'interrogation-là. Et après, en tant qu'étrangère, ce qui me saoulait, c'est que t'étais tout le temps américaine. Hein, j'avais pas d'autre solution. Et il y avait c'était toujours les mêmes trucs, tu sais. Tu baragouines de mots, c'est t'es trop forte en japonais. Et t'as l'air de bien parler japonais en plus, incroyable. Et de comprendre hyper bien. Je comprends plus que je parle. Enfin, par exemple, si je suis dans une situation un peu plus formelle, j'ai beaucoup de mal à parler poliment. Ouais, mais ça, je pense que est-ce que finalement, c'est pas le plus dur dans la langue japonaise? C'est pas justement ça, la formulation de la politesse? Si, c'est très très dur. C'est un enfer, hein, ça. Soit tu te mets en dessous de ton interlocuteur, tu le mets au-dessus. Il y a tellement de manières de parler que c'est infernal. J'ai travaillé avec des Japonais, j'ai travaillé pour des Japonais même en France. Et du coup, on parlait japonais toute la journée, ça m'aidait beaucoup à améliorer. Mais j'avais beaucoup de mal à leur parler poliment. Des fois, ça partait un peu. Donc, on me pardonnait parce que j'étais étrangère. Mais c'est compliqué. Je le parle pas non plus. Enfin, je peux avoir une conversation normale avec mon beau-père, par exemple. On peut parler de plein de sujets, même culturels, très intéressants sur la différence entre la mentalité japonaise, la mentalité occidentale et tout ça. Je me suis fait des bonnes discussions. Mais dans une situation un peu plus polie et formelle, j'ai l'air d'une... C'est plus dur. Eh oui, non, j'imagine. Et quand tu vas au Japon, tu vas à Osaka, non? Ouais, toujours, parce que la belle famille est là-bas. On rentre, du coup, c'est pratique. On se pose chez la belle famille. Et après, on organise des trips. La dernière fois, on était parti à Kyushu. Mais vite fait, tu vois, on fait des petits voyages. Kyushu, c'est super. D'accord. Mais niveau société, je pense que sur le coup, j'avais eu un gros choc culturel. Ça m'avait un peu choqué que, par exemple, on me dise les femmes... J'ai travaillé dans un resto italien, mais c'était que des Japonais. Qui cuisinaient très bien d'ailleurs. Ils savent trop bien cuisiner italien, c'est un truc de ouf. C'est vrai. Beaucoup plus que les Français. C'est vrai. Honnêtement. C'est vrai. Les pâtes et les pizzas en Italie. Les gens, ils sont assez sceptiques. Ils sont sceptiques, mais en même temps, les Japonais, ils ont ce truc les chefs japonais, ils ont ce truc d'aller dans le pays, de se former dans le pays, de vraiment apprendre à cuisiner. Tu sais, ils font pas des remixes. Ouais, c'est vrai. Il y a des pâtes de ouf, des pizzas de ouf, c'est vrai. Ils font pas des pizzas. Ouais. Ils font pas des pizzas à l'ananas. Mais... La fameuse pizza. J'ai pas bouffé ça depuis que je suis... C'est américain, ça. Ouais, tout petit, quoi, je crois. Ouais, mais du coup, c'était plus ce qui me choquait au travail, c'était si je réfléchissais en français et du coup je disais directement les choses comme je les pensais,
Et à chaque fois, je me faisais taper dessus par le chef en mode c'est vrai les femmes, elles parlent pas comme ça. Non, c'est vrai? Ouais. Comment ça, les femmes, elles parlent pas comme ça? Je suis juste en train de te dire ce que je suis en train de... Tu vois? Je parlais juste direct, tu vois? Et je lui disais, mais comment parlent les femmes? Du coup, dis-moi. Et il me disait, ouais, on dirait un papy du Kansai. Tu sais, quand ils n'ont plus rien à foutre et qu'ils te disent tout dans la gueule, qu'ils te balancent tout comme ça, je vois tout sans filtre. Parce que les les Japonais, c'est au moment de la retraite, c'est sans filtre. Exactement. C'est une fois qu'ils sortent du truc. Exactement. Et ben, il me disait que je parlais comme ça. Et moi, je disais, mais explique-moi comment parler une femme, du coup. Et il était là, il me faisait le geste, tu sais, il faisait... genre pas direct. Il est pas mal ce geste, c'est vrai qu'il représente bien ça. Tu vois? Donc pas direct, pas aussi direct, c'est trop violent quand tu parlais. Donc ça, c'est le genre de truc qui était un peu... Au début, j'ai eu du mal. Maintenant, ça va, à force, parce qu'après, j'y retournais tous les ans. Mon mari était au Japon pendant longtemps, on est resté à distance. Donc j'y allais tout le temps et à force, je pense que t'as le premier truc, c'est un choc. Après, tu rentres en France et t'as un autre choc parce que tu te rends pas compte que t'as changé. Ah ouais. Okay. T'as changé, tu vois. Forcément, t'as changé. Donc, quand tu rentres en France, tu vois la diff. Et j'ai eu un autre choc en rentrant. Et à fur et à mesure, à force de faire des allers-retours, de comprendre la mentalité, ça va maintenant. J'aurais pas de soucis à m'adapter. Ouais, c'est cool ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire avec les chocs des deux côtés. Ah bah oui, bien sûr. Au niveau de ton éducation et de tes influences, est-ce que une des deux cultures entre française et japonaise, tu dirais qu'elle a eu plus d'impact sur toi? Est-ce que tu as parce que moi à la maison, je sais que la culture italienne était beaucoup plus forte. Ma mère, elle était beaucoup plus tu vois, elle tenait à ce que j'ai l'éducation italienne. Donc bien que j'ai vécu en France, chez moi, c'était une petite Italie. Est-ce que toi, il y a eu vraiment un mix total où les deux cultures étaient égales, ou est-ce que toi, tu as ressenti un impact plus gros de la part de la culture japonaise ou française? Ouais, je dirais japonais. Parce qu'en fait, même si c'était très mixé, comme ma mère... est devenue japonaise au Japon. Exactement, elle est devenue japonaise au Japon. Et en plus, elle adore le Japon, elle cuisine aussi japonais. Quand j'étais petit, et quand j'étais petit, mais vraiment la cuisine, évidemment, familiale et tout ça, de tous les jours. Et donc, on mangeait très souvent japonais, tout ça à la maison. Moi, j'aimais bien tu vois, toute la culture japonaise. Quand je suis revenu en France, j'étais pas heureux de revenir en France. Ouais. Toi, c'était pas un choix. Ouais, j'étais vraiment ça a été un déchirement, du coup. Ouais, exactement. Pendant 10 ans, ça a été difficile dans ma tête. Pendant 10 ans? Je voulais retourner, de mes 10 ans à 20 ans, je voulais retourner au Japon. Tu vois. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es apaisé? Bon, je pense, un peu du truc, mais... quand tu finis l'école et que du coup tu rentres dans ta vie, dans ma vie pro. Après, à 24 ans, je faisais déjà mes tournées et tout ça. C'est ça qui t'a... Après, tu te lances dans ta vie, tu vois, mais c'est vrai que jusqu'à mes 20 ans, je voulais retourner au Japon, je voulais retourner vivre au Japon, tu vois. J'étais pas bien ici, j'étais pas heureux, je me sentais pas chez moi ici. Et donc, je pense que j'ai eu je pense que ma famille m'a donné quelque chose... Un petit cocon japonais à la maison. Ouais, exactement. Et que je réalise pas forcément, mais je le réalise en voyant que j'ai plus d'amour pour le Japon au fond de moi, même si j'adore la France, bien évidemment. Mais... Ouais, il faut le mettre parce qu'après les commentaires. Non, mais je te comprends trop parce que j'ai eu la même chose avec l'Italie en fait. C'est vrai. Moi, jusqu'à ma vingtaine, j'ai toujours rejeté le fait d'être en France. À chaque fois qu'on me ramenait, on passait les vacances, je sais pas si toi aussi, les vacances d'été. Moi, je me faisais toutes les vacances scolaires en Italie. Ah ouais, et ben moi j'ai l'été, toi. Exactement. Moi aussi, j'ai fait beaucoup ça. Ouais. Et du coup, à chaque fois qu'il fallait rentrer, mais c'était difficile. Je torturais ma mère. Je lui faisais des crises, je me mettais à genoux, laisse-moi ici. Je te jure. Et après, je faisais la gueule pendant 1 mois dans ma chambre, à pas vouloir sortir. Je faisais un rejet terrible. Ouais. Et quand j'ai eu l'âge de partir en Italie, finalement, je suis jamais allée. Pareil. C'est drôle, hein. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais du coup, ils t'ont fait un petit cocon japonais à la maison. Et oui. Et qui, du coup, m'a donné plus cet amour-là, quoi. Tout, la bouffe, tu vois.
c'est vrai que la culture, Et c'est quoi le plat préféré que ta mère te fait? C'était quoi que tu préférais? Genre, petit exemple de plat qu'elle faisait. Sukiyaki. Le sukiyaki. Oh, purée. Sukiyaki to ka, donburi. Tous les donburi. Tous les trucs un peu finalement simples et tout ça, mais tellement bon, quoi, tellement réconfortant. Ouais. Non, je dirais ça, sukiyaki. On faisait souvent des yakiniku et tout ça, ouais. Vraiment à la cool et tout, j'en fais encore. Mais le sukiyaki, ça vient d'Osaka, par exemple. C'est vrai, je savais pas, non? Je savais ça. La recette originale vient d'Osaka. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. C'est magique. Du coup, est-ce qu'elle le fait à la Tokyo Eat ou est-ce qu'elle le fait Eh ben, ce serait quoi la différence? Alors, à Osaka, en plus, la dernière personne que j'ai interviewée, c'est une critique culinaire, c'est elle qui m'a bien expliqué la diff. À Tokyo, ils mettent beaucoup d'eau et du dashi. Alors qu'à Osaka, ils te grillent la viande d'abord. Ils balancent le sucre et la sauce soja. Et c'est l'eau des légumes qui fait que t'as de la petite sauce. Eh ben, Osaka. Osaka, du coup. Ouais, on met pas d'eau, nous, dans notre... Bah, apparemment, à Tokyo, ils mettent de l'eau. Ils rajoutent de l'eau et du dashi. Ok, ah ouais. Je vois mon père mettre sa viande, le griller et tout. Bah, ton père, il l'a fait à la Osaka. Comme il est de Osaka, du coup. Bah, voilà. Je pense que lui, dans son enfance, il le faisait comme ça. Ouais. Mon beau-père fait pareil, tu vois. C'est un truc de mec, le sukiyaki, je crois. C'est vrai? Beaucoup. Mais du coup, ouais. Sukiyaki, c'est très, très bon. Et ouais, incroyable. Ouais. Et est-ce que t'as un resto à Paris, tiens, que tu kiffes japonais tu conseillerais quoi? Parce qu'à chaque fois, je pique les adresses à tous mes guests. J'ai eu une énorme, genre, un déchirement quand Naritake, ça a fermé. Ah ouais? Ouais, c'était horrible. Ça a été vraiment, j'ai fait le deuil. T'adorais les... franchement, j'ai du mal à trouver des ramen que j'aime à Paris. Et à chaque fois que je vais en manger un, moi j'adore ça. C'est vraiment. Moi j'adore les ramen aussi. Un plat vraiment. Quand je suis au Japon, je me tape ramen sur ramen. Ouais, sur exactement. Ramen. On me dit mais c'est même pas japonais de base. Oui, mais non. Mais non, on peut pas. Ouais, mais c'est remixé à la japonaise. Ouais, historiquement, bon. Historiquement non, mais c'est vrai. T'as tellement de variétés que tu peux bouffer un ramen tous les jours sans avoir l'impression de manger tout le temps la même chose. Ouais, et puis c'est devenu tellement une institution au Japon que effectivement aujourd'hui. Ouais. Mais et puis on a. C'est magnifique en l'occurrence au Japon pour ça, mais c'est vrai qu'en France je trouve pas de ramen qui me donne cette sensation à la première bouchée, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Et Naritake qui est c'était celui que qui est très gras, qui était très gras, que beaucoup de gens critiquaient pour ça, mais moi je l'adorais en l'occurrence aussi pour ça, tu vois. Après tu pouvais choisir. Ouais, tu pouvais prendre moins gras, c'est ce que je faisais. Moi je prenais en sapali, tu vois. Mais il était incroyable, je trouve, celui-là. Et là, il y en a un qui s'appelle Tonton, quoi, qui, je trouve, ressemble un petit peu. Tu sais pourquoi? C'est les mêmes gars, non? C'est le même chef. Ah, ok, bah voilà. D'accord. Ouais, c'est Tonton Ramen, du coup, ouais. Ouais. Et ben, franchement, il est cool, celui-là, moi, je trouve. Celui-là, t'aimes bien? Ouais, je l'ai bien aimé. Si t'en as d'autres à me conseiller... De ramen, c'est dur. Parce que moi aussi, j'adore le ramen. On trouve pas ce truc, tu vois, ce truc vraiment... cette émotion quand tu manges ton ramen. Tu fais oh purée, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a dans la soupe qui fait que... c'est pour ça que sur ma page Insta, je mets des réels... j'essaye de montrer des adresses où vraiment ça ressemble plus à ce que tu peux trouver au Japon, tu vois. Mais... D'ailleurs, t'as mis la crêpe, là. La crêpe au matcha? Ouais, c'était bon? C'était bon. Ouais. C'était très bon. Et le mec est incroyable, ce type. Mais c'est ça aussi. C'est un jeune japonais de Tokyo, il me semble. Ah non, pas de Tokyo. Purée, j'ai oublié. Je crois qu'il est du Kansai. Il est du Kansai, ouais. Il m'avait dit qu'il est du Kansai, mais où il y a un château super connu là-bas. J'ai vraiment plus en tête. Mais en tout cas, ce mec, à 19 ans, il quitte le Japon, il s'installe à Amsterdam et il ouvre un business de café et les crêpes, il les a commencées, pas à Amsterdam, mais à Rotterdam, pardon. Mais aux Pays-Bas. Oh, wow. Mais à 19 ans, il s'installe là-bas, il commence son truc, café, crêpes, matcha, spécialité comme ça. Ça va plutôt bien, ça marche bien. Il l'a toujours, du coup il fait il fait Paris, Rotterdam. Incroyable. Et du coup il s'est dit, il avait un pote qui habite à Paris qui lui disait quand est-ce qu'on fait ça à Paris, et à un moment il a dit vas-y c'est parti, on fait ça à Paris. Wow. Et il vient d'ouvrir, il a ouvert il y a 2-3 semaines. Ok, ouais, il faut y aller. Hein. Et du coup il m'a proposé de goûter, c'est super bon. C'est vrai? Vraiment super bon.
Je pensais que ça allait être écœurant parce que moi, je suis pas très crêpe, tu sais, avec toute la chantilly dedans et tout, là, ça m'écœure. Du coup et tout. Ouais. Et là, même la chantilly, elle est au matcha. Ok. Wow. Mais c'est pas écœurant. C'est pas écœurant, tu vois. J'ai pris le truc en plus qui est censé être vachement écœurant parce que t'as de la chantilly et ensuite t'as la crème brûlée dessus. J'ai choisi vraiment le truc le plus fat. Délicieux. Ok. Je trouve j'ai ma copine qui me tanne en me disant il faut qu'on y aille et tout ça. Donc. Et je suis ah trop chaud pour y aller. Vas-y. Ouais. C'est à Saint-Lazare. Ouais. Mais niveau ramen, ouais, c'est vrai que c'est dur parce que même moi, mon préféré c'est Yokohama Kei Ramen. Tu sais enfin, c'est un bouillon spécial avec des nori et une petite œuf de caille, des épinards. C'est très simple, tu vois. Mais ça existe même pas ici. Non Ippudo République en fait en édition spéciale de temps en temps. Mais je sais pas pourquoi ils foutent des morceaux d'oignons émincés dedans et de la mâche dessus. Et moi, ça me rend ouf. Tu sais, parce qu'en fait, les ramen, de la mâche. Waouh, Ippudo, faut arrêter de mettre de la mâche. S'il vous plaît. Non, mais je veux dire, tu sais, je veux bien que tu fasses du fusion. Tu sais, par exemple, un bon ramen que je trouve pas mal, je sais pas si t'as goûté, c'est Kodawari. Kodawari, là, mais c'est... T'as Kodawari à Odéon. Et tu sais, ça ressemble à Yokocho, ça se dit? Enfin, cette allée à Tokyo qui est pleine de restos. Exact, c'est ça, hein. Bah, ils ont reproduit ça dans le resto. Ok. Donc, t'as l'impression... Et le mec est tellement à fond qu'il a ramené ça du Japon, les trucs qu'il y a dedans. Donc, c'est vraiment... T'as l'impression d'être dans une petite ruelle, tu sais, avec des yatai, des trucs. Et il a une autre adresse à Opéra qui s'appelle Tsukiji. Et quand le marché de Tsukiji, l'original, a fermé... C'est vrai que celui-ci, il est bon, hein, en l'occurrence. Ça, t'as goûté. Bah, c'est la même... Il y en a un à Odéon, et lui, c'est du pan... Ça y est, je me souviens. Paitan. C'est du poulet, tu vois. Et le Tsukiji, c'est le poisson. Donc, les gens aiment pas forcément poisson. Moi, j'adore la sardine... Non, pas sardine, attends. Ouais, le shoyu, ramen, je le trouve hyper bon. Et à Odéon, c'est plutôt le goma, kurogoma. Ok. Ça fait très longtemps que je suis pas allé à celui d'Odéon, mais je vais effectivement régulièrement à Tsukiji. Il est bon. Il est original et tout. Hein. Même les Japonais, je crois, qui viennent, ils apprécient ce ramen-là. Après, quand t'aimes pas trop le poisson, je sais qu'il y a des potes qui sont beaucoup plus réticents à ce qu'on y aille. Parce que le poisson, c'est dur. Clairement, faut aimer le poisson, quoi. Mais après, par exemple, moi, le shoyu, je trouve que ça donne il a un petit goût grillé, mais c'est pas hyper fishy, tu vois. Alors que t'en as certains, bon, le sardine, justement, comme je disais, ou d'autres, là, vraiment, tu sens le poisson. En poisson, Donc, mais il y en a pour tous les goûts. Moi, j'aime bien. Ouais, carrément, moi aussi. J'ai faim maintenant. Au niveau professionnel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur quoi tu travailles? Parce qu'on a parlé beaucoup compo, etc. Mais tu es vraiment multicasquette, tu fais énormément de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus sur quoi tu taffes? J'ai un label qui s'appelle Premier Sous-Sol. Où on fait... déjà on a un studio de prod dans le 20e. Et dans ce studio, j'ai fait déjà beaucoup de musique à l'image pour du film, du documentaire. Carrément. Comme Diams que t'avais vu, du Seb Lafrite ou des choses comme ça. Ah, Seb Lafrite, t'as produit quoi du coup sur... J'avais fait la musique de Seb Lafrite au Kirghizistan, ça se dit? C'est comme ça? Il était parti faire un voyage comme ça et puis il a fait un film d'1h30, je crois. Et du coup, j'ai fait la musique sur ce doc, qui est très cool d'ailleurs. Franchement, son voyage, il est canon. Et donc là-bas, j'avais fait la musique dans ce studio. J'ai fait la musique de séries aussi, comme Soda. Je sais pas si tu vois ce que c'est Soda avec Kev Adams. Ah si. C'est, tu vois, la musique du générique que j'avais fait et tout ça, et des spectacles de Kev Adams et tout. Voilà. Donc on produit en fait de la musique là-bas. Ces spectacles aussi, c'est la musique de ces one man show et tout ça à l'époque, tu vois. Et un jour, on a rencontré un artiste qui était tout jeune, il avait 16 ans, il était à l'école, qui s'appelle Achille. J'ai vu sur ta page, il est bon. Hein. Ouais, il est trop fort. Franchement, il a vraiment beaucoup de talent. Et du coup, je l'avais appelé en lui disant, mais c'est trop cool, comment tu chantes, viens au studio et tout. Et on a commencé à bosser. Et il avait signé donc pour faire un premier album.
Et là, on bosse sur son deuxième album. Donc c'est vraiment le truc que je fais beaucoup en ce moment, c'est ça, c'est réaliser. On est sur la fin de la réalisation de son deuxième album. Voilà, qu'on compose et qu'on co-compose avec d'autres producteurs aussi de musique. Et pour essayer de lui faire un album cool parce qu'il a vachement de talent. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui me prend le plus de temps en ce moment, c'est la compo de cet album. Ok. Ouais. Et tu vas autant en tournée qu'avant ou là c'est un peu plus Non, plutôt là, studio maintenant? ouais, plutôt studio. Plutôt studio. Ouais, et surtout, je pense que l'arrêt des tournées, il tombe plutôt bien avec le fait que j'ai eu un enfant il y a 6 mois, donc je crois Les que je me rythmes voyais sont- mal. Ouais, les rythmes sont fous, et puis je me voyais mal. Horrible quoi, genre le déchirement, tu sais, de partir en Oui, tournée, ça et en fait tu peux pas voir ton bébé et tout. Ah non, je pense que c'est mieux comme ça. Je suis chez moi et... Ouais, bah c'est cool. En plus, tu Ouais. peux adapter ton taf en fonction de... Et ouais, exactement. Donc retourner en tournée, j'espère un jour quoi, mais là, c'est cool. mais pour l'instant c'est cool de rentrer chez soi le soir. Ouais. Et tu fais aussi du management d'artiste, tu disais? Exactement. Bah lui en l'occurrence, je le manage depuis 6 ans. Ouais. Et maintenant, on l'a signé en label, donc on le manage plus, histoire de pas non plus faire de tout. Mais je le manageais lui, et puis je manageais un autre artiste qui s'appelait Kemi à l'époque, chanteur un peu urbain aussi. Voilà. Multicasquette. Ouais, c'est trop intéressant en plus de faire ce genre de truc. Encore une fois, c'est ouais, un peu, c'est en même temps difficile parce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de faire émerger des artistes en développement parce que la place est réduite encore plus et que il y a une concurrence folle dans ce milieu-là. Mais puis avec l'avènement des réseaux, je pense que même les artistes ils se mettent direct. Exactement, souvent, exactement. Et c'est beaucoup plus fait à la maison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à notre époque, les petits peuvent acheter un ordi portable et ils peuvent faire des prods et ils peuvent les sortir sur Spotify la semaine d'après ou le lendemain, tu vois. Et se faire Ça va connaître très comme vite, ça, faire leur propre promo sur les réseaux sociaux, etc. Et d'ailleurs, les artistes sont de plus en plus indépendants, ce que je trouve trop cool. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Et donc du coup, voilà, c'est hyper intéressant, je trouve, moi, de pouvoir maintenant, en tout cas, utiliser une expérience pour d'autres artistes plus jeunes, en tout cas, tu vois, qui ont leur carrière devant eux et qui pourront, j'espère, faire des trucs cool, quoi. Et tu fais des trucs dans le cinéma aussi, sur des bandes son de films ou des choses comme ça? J'ai j'ai pas fait de film en entier, mais j'ai joué du piano sur un truc de Gondry, de Michel Gondry. J'ai fait des morceaux qui ont été sur un film qui s'appelait Fiston avec Franck Dubosc, ou un autre film avec Romain Duris, tu vois. Ouais. Mais j'ai fait, casquette, quoi. Ouais. Donc c'est très cool. Ouais. Passionnant. Ouais, c'est passionnant. J'adore. Toujours des projets différents, quoi. Des artistes différents, des docs différents, des films différents, c'est cool, quoi. C'est jamais la même chose. On s'ennuie pas. T'as une vie hyper intéressante, en tout cas. C'est trop cool, ça. Ouais. Et tiens, j'ai une dernière question au niveau de, tu sais, il y a beaucoup de fans du Japon maintenant qui rêvent tous de partir là-bas, de s'installer au Japon, de vivre là-bas. Est-ce que tu aurais un petit conseil, toi, du coup, de par ton expérience et ton background, pour les personnes les Français qui veulent partir s'installer au Japon comme ça? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Eh ben, je leur conseillerais d'apprendre le japonais. Première chose. Ouais, parce que c'est quand même un pays où c'est très important, quoi, pour les gens, quoi, de parler japonais. Je trouve même plus que dans plein d'autres pays, quoi. Le Japon, c'est vraiment un pays où les Japonais veulent qu'on parle japonais, quoi. J'ai l'impression, en tout cas, surtout quand on s'y installe de plus en plus. Mais d'ailleurs, c'est incroyable le nombre de personnes non japonaises qui parlent japonais, mais c'est genre tellement bien. C'est impressionnant. Sur YouTube, ça me passionne, je te jure, je regarde ça. C'est vrai? Mais c'est une dinguerie, il y a beaucoup de filles russes d'ailleurs. Incroyable, genre elles parlent japonais comme des japonaises et tout, et finalement elles demandent la nationalité japonaise et tout ça. C'est incroyable, je trouve ça fascinant de voir à quel point... Il y a beaucoup de Russes, c'est vrai. Ouais, et ils sont trop forts.
pour parler japonais. Pour parler japonais, Ouais. ouais. Donc ouais, je dirais parler japonais. Je trouve ça hyper intéressant et important pour s'intégrer, quoi. Et puis une petite dose de courage, quoi, parce que j'imagine il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui disent aussi qu'ils ont du mal à se faire des amis. Oui, Et qui se sentent c'est un seuls sujet qui Japon. revient beaucoup Ça sur revient YouTube. beaucoup. Et je pense qu'il faut pas lâcher et puis et tenir bon, quoi. Je pense que les Japonais, c'est aussi on a du mal à se faire des amis, mais quand on s'en fait des vrais aussi, peut-être, dans un sens. Donc, ils n'ont pas le même rapport à l'amitié, c'est ça aussi. Exactement. C'est ça que, en tant qu'étranger, on a du mal à comprendre. Exactement, ouais. Parce qu'en France, il y a un truc beaucoup plus... Il faut se donner des news toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Mais donc, bon, je pense qu'il faut se réhabituer à des choses, mais après, les conseils... ouais. À part ça, je pense qu'il faut que les gens ils tentent le coup, quoi, et qu'ils osent y aller, et puis et ça va bien se passer, j'imagine. Ouais. Bah merci en tout cas. Merci d'avoir accordé ton temps. Ah, merci. J'adore cet épisode, c'est hyper intéressant. C'est vrai. Ah bah tant mieux, je suis trop content moi est... d'être venu, en tout cas, ça m'a fait trop plaisir. Bah moi je suis trop contente que tu sois venu. Franchement, super parcours, c'était hyper intéressant. Et si vous en voulez plus, comme d'habitude, like, comment, follow. Et on se revoit bientôt. Ciao!